Avant même de parler investissement, il faut vraiment que je te dise un truc. Si tes finances personnelles, c'est un bordel sans nom, tu sais pas où t'en es, que t'as peur d'ouvrir ton compte bancaire, que tu stresses à la caisse du magasin à chaque fois, de peur que ta carte elle ne passe pas car le solde est insuffisant. Investir, ça va pas te rendre plus riche. Ça va juste empirer la situation, amplifier le chaos. Dans cette vidéo, je vais remettre un petit peu d'ordre. Simple, concret, actionnable dès aujourd'hui si t'en as envie. Pas besoin de prendre un rendez-vous avec un conseiller financier. Pas de jargon compliqué, pas de bullshit, on va vraiment reprendre les bases. Et je te promets une chose, une seule. Si tu suis les 5 étapes que je vais te montrer, tu seras déjà dans le top 10% des gens niveau gestion personnelle de son argent. Pas parce que t'es plus malin qu'un autre, non, juste parce que la majorité des gens ne le font pas, et ils préfèrent faire l'autruche et repousser ça à plus tard. Donc, on va commencer par la base. La vraie base, toute simple. C'est pas le plus fun à faire, mais ultra important. C'est se mettre derrière un tableur Excel ou une feuille blanche si vraiment t'as la phobie d'Excel et des ordinateurs, pire que ta grand-mère. Le but, ça va être de comprendre où part ton argent dans les différentes catégories. Pourquoi tout simplement le 12 du mois t'es déjà à sec, alors qu'il y a encore une bonne dizaine de jours avant que le prochain salaire y tombe. De construire ensuite une sécurité financière et par la suite, investir intelligemment. Allez, c'est parti. J'ai divisé les finances personnelles en 5 étapes qui sont pour moi chronologiques à suivre. C'est vraiment important de ne pas tout faire en même temps pour éviter les mauvaises surprises et partir dans toutes les directions. Donc, c'est un peu le reflet de ce qui s'est passé pour moi il y a maintenant 2-3 ans, lorsque j'ai débuté l'investissement. Et j'ai la chance, moi, dans ma situation personnelle, de pouvoir éviter la première étape que vous allez voir. Mais au moins, posez-vous les questions, vraiment passer étape par étape, ça sera beaucoup plus agréable et ça sera nettement plus efficace. La première étape que je vais parler, donc ça sera les dettes. Je vais expliquer un petit peu plus tard exactement qu'est-ce que j'entends par là. Une fois qu'on s'est occupé de nos dettes personnelles, c'est important de faire un budget. C'est le point avant tout. Avant de commencer, c'est d'avoir une feuille de route qui soit claire avec un budget précis. Ensuite, préparer une épargne d'urgence. Je vais encore expliquer ce que c'est par la suite. Préparer sa retraite, c'est pour moi extrêmement important dans le monde dans lequel on est. On doit absolument préparer ce futur. Si on le fait pas, on va se faire avoir. Et finalement, les investissements. Et cette chronologie m'a vraiment permis de structurer mes finances pour atteindre l'objectif que je souhaite atteindre. Et je suis aujourd'hui très content de l'état de mes finances personnelles et j'ai quasiment plus rien à changer, plus rien à faire. Tout fonctionne quasiment en automatique et j'en suis extrêmement content. Donc c'est parti. Première étape, les dettes. Sortir des mauvaises dettes. L'objectif ici, avant de faire quoi que ce soit, c'est simplement sortir la tête de l'eau. Si vous êtes endetté jusqu'au cou, vous ne pouvez pas gérer vos finances personnelles correctement, vous ne pouvez pas investir, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de sortir la tête de l'eau et ensuite on fait un plan de route. Donc qu'est-ce que j'entends par sortir des mauvaises dettes? En gros, ça va être d'une part d'identifier toutes ces dettes personnelles qu'on a et de les classer en 2 catégories. Il y a les bonnes et les mauvaises dettes. Ce que j'entends par bonne dette, c'est tout ce qui va être crédit immobilier ou crédit professionnel principalement. En gros, c'est des dettes qui sont vues vraiment comme bénéfiques pour le futur, dans le sens où votre achat immobilier, vous êtes quasiment garanti, ou en tout cas on l'espère, que dans le futur, la maison va en tout cas pas perdre de la valeur. Ou votre appartement, ça va au moins garder sa valeur, voire en prendre. Et également, si vous avez lancé votre entreprise, c'est absolument normal de devoir lever des fonds en démarrage pour lancer son business, donc c'est pas du tout un mauvais crédit. En revanche, toutes ces mauvaises dettes, ça a des crédits consommation, il y a des couverts bancaires si vous êtes en négatif, des paiements en plusieurs fois, il y a un retard de paiement, vous allez avoir des frais sur ces crédits. Également, je l'ai noté les voitures, une voiture à crédit avec un leasing, ça vous prend de l'argent. Au final, la voiture, vous allez la payer plus cher que ce qu'elle a vraiment coûté, et à la fin, la voiture, elle vaut quasiment plus rien. C'est quelque chose qui perd de la valeur, c'est pas une bonne façon de contracter un crédit. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces 2 catégories, il va falloir se focaliser sur le remboursement de ces mauvaises dettes. Et pour faire cela,
Pour rembourser ces mauvaises dettes, il y a 2 grandes méthodes les plus couramment utilisées pour prioriser ces remboursements à effectuer. La première méthode, c'est la méthode avalanche, qui est objectivement la plus logique, d'un point de vue financier, mais qui est peut-être un petit peu moins motivante. Elle consiste tout simplement à venir classer les dettes par taux d'intérêt décroissant, et de venir rembourser en priorité celles avec le taux d'intérêt les plus élevés. En gros, on va s'occuper d'abord des dettes qui nous pénalisent le plus, sans regarder leur montant. Et donc l'objectif, c'est le plus rapidement possible de payer le moins d'intérêt possible. Donc c'est vraiment ce qui fait sens financièrement, mais on peut se retrouver à devoir rembourser dès le début des plus grands montants. Donc la motivation, elle peut être un petit peu péjorée par la montagne, finalement, un mauvais jeu de mots, du montant à rembourser, tout simplement. Alors que la deuxième méthode, boule de neige, qui est beaucoup plus motivante, elle, donc il faut vraiment imaginer cette petite boule de neige qu'on va créer, qui commence toute petite, et qui au fur et à mesure du temps va grandir. Et là, l'idée, c'est de simplement trier les dettes du plus petit montant au plus grand montant, sans regarder les taux d'intérêt, et on va uniquement commencer par rembourser celles qui ont les plus petits montants, pour bénéficier de cet effet psychologique très motivant qui est tout simplement les petites victoires, entre guillemets rapides et faciles, avant de s'attaquer au plus grand remboursement. Donc ça va vraiment dépendre de vous, c'est la méthode que vous voulez utiliser. Les deux fonctionnent. En gros, l'objectif ici dans tous les cas, ça va être de rembourser toutes ces dettes le plus rapidement possible. Peu importe la méthode, c'est à vous de décider. La finalité ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir plus aucune mauvaise dette à la fin. Une fois que ça c'est fait, ça peut prendre des mois, voire des années pour certaines personnes. Je suis pas en train de dire qu'en une soirée ça va être réglé, clairement pas. Mais une fois que toutes ces dettes ont été réglées, on peut passer à la suite, qui commence à devenir vraiment intéressant dans le développement de ses finances personnelles. Ça va être, en gros, je vais parler de budget mensuel. L'objectif ici, c'est de prendre le contrôle enfin sur ses finances, et de les maîtriser. Et comment on fait un budget ? Il n'y a pas de miracle. On va prendre un mois de dépenses normales, entre guillemets, et lister, trier toutes les dépenses en 3 catégories. Ces 3 grandes catégories, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, c'est la règle des 50-30-20. Une règle assez générale qui est applicable pour, entre guillemets, la plupart des gens. Chaque personne aura une situation différente, mais globalement, les cibles principales pour les 3 catégories, ça va être 50-30-20. Donc, 50% des dépenses vont aller dans les dépenses obligatoires, 30% pour le plaisir et 20% dans l'investissement. L'idée ici, c'est également de ne pas oublier dans un budget mensuel les factures qui tombent une fois par année, ou 2 ou 3 fois par année. En gros, toutes les factures qui ne tombent pas systématiquement chaque mois, mais qui sont là à une fréquence totalement récurrente, mais avec des intervalles plus importants. On peut penser aux impôts, aux différentes assurances, que ce soit ménage, voiture, facture d'énergie. Je pense pas que vous avez tous les mois une facture d'électricité ou d'eau pour votre appartement. Les vacances aussi, c'est un petit budget. Si vous partez une fois par année, une semaine pendant vos vacances d'été, finalement c'est une dépense. Est-ce que vous avez des cotisations dans des sociétés locales de village ? Vraiment, tout ce qui peut vous passer par la tête, que vous payez de manière récurrente, mais au-delà d'une fréquence mensuelle. Et pour revenir aux 3 catégories principales, ici j'ai noté quelques exemples de ces différentes catégories. Avec, dans les dépenses obligatoires, on va retrouver les impôts, le loyer, avec les différentes charges associées à l'appartement ou à la maison, les différentes assurances, assurance maladie, ménage, assurance accident, enfin bref, toutes les assurances que vous pouvez avoir, que vous êtes obligé de payer. La voiture aussi, si c'est un de vos moyens de déplacement obligatoires pour votre quotidien, pour votre travail, il va falloir compter l'essence, essayer d'estimer un petit peu les frais de garage que ça peut vous coûter par mois. Abonnement de téléphone, que je compte aussi dans les dépenses obligatoires, et tout ce qui va être nourriture. On est obligé de manger malheureusement, ou heureusement, ça dépend si vous aimez ou pas cuisiner. Ça va regrouper vraiment toutes les dépenses obligatoires. Dans les dépenses plaisir, ça va dépendre de vous, mais en gros, les grandes catégories principales, ça va être
les différents abonnements que vous avez, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, en bref, tout ce qui vous fait plaisir, même des abonnements de jeux vidéo. Les vacances, ça part dans le plaisir évidemment, les sorties entre amis, les cadeaux que vous aimez faire à vos proches, des loisirs, du sport, des hobbies, n'importe quoi, que sache qui vous fait plaisir vraiment, mais qui n'est pas nécessaire au sens strict de la vie, mais qui vous permet d'être heureux dans votre vie. Les jeux vidéo, j'en ai parlé, tous les achats non essentiels, des décorations, des gadgets, ouais, tout ce qui vous passe par la tête en gros, qui vous fait plaisir, mais qui encore une fois, pas absolument nécessaire pour survivre. Et ensuite, dans la catégorie investissement, là ça va être, j'ai pas détaillé ici volontairement, on va pouvoir retrouver donc tous les investissements que vous pourrez faire vous, à titre individuel, investir dans des obligations, en bourse via les actions d'entreprise bien évidemment, pourquoi pas dans l'immobilier, et également dans le Bitcoin, on y reviendra par la suite. Donc là, l'objectif vraiment de cette étape, c'est de simplement poser les chiffres sur un tableur Excel ou une feuille blanche, séparer vos dépenses dans ces 3 catégories, sans oublier les factures annuelles qu'on mensualise, et ensuite aller au plus proche de ces cibles recommandées ici. Bien sûr, selon votre situation financière, peut-être que les 50% c'est inatteignable, vos dépenses obligatoires vont largement dépasser ce seuil-là, c'est pas grave, on peut arriver à 60%, 25-15 par exemple, on peut toujours un petit peu adapter. C'est plus ici un ordre de grandeur comme guide, c'est pas des valeurs cibles absolument à respecter, bien évidemment. Chaque situation est différente. Une fois que ce budget il est fait, qu'on voit assez clairement où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que vont nos dépenses, et où est-ce que les investissements vont nous mener, il y a encore une étape avant d'investir qui est ultra importante. Cette étape-là, ça va être assez rapide, c'est ce que j'appelle un fonds d'urgence. En gros, donc on rappelle, vous êtes sorti des dettes, vous avez fixé un budget mensuel crédible et réaliste en fonction de votre situation financière, vous arrivez tous les mois à dégager un petit peu d'argent pour d'éventuels investissements. Avant d'investir, ce qu'il faut absolument faire, c'est créer une épargne d'urgence. Donc c'est ce que j'appelle un tampon financier. En gros, c'est de l'argent disponible très rapidement. Donc en gros sur un compte épargne, si possible avec un taux d'intérêt le plus élevé possible pour faire travailler un petit peu cet argent. Mais l'objectif ici, c'est vraiment pas d'investir cet argent. C'est de l'avoir à disposition en cas de pépin. Il peut se passer des choses dans la vie, et il va se passer des choses dans la vie, et on peut pas les anticiper, on peut pas les prévoir, et si ce jour-là où ça arrive, vous avez aucun argent de côté disponible rapidement, vous serez peut-être forcé à sortir vos investissements, à les vendre au mauvais moment, à les vendre en perte, et donc perdre de l'argent. L'objectif, c'est de couvrir tous ces imprévus, que ce soit une perte d'emploi, une voiture à remplacer, d'un coup des frais médicaux importants, ou que sais-je. Et ben ces imprévus-là, ils vont être couverts par cette épargne d'urgence. Donc l'idée, c'est d'avoir environ 6 mois de dépenses sur un compte épargne. L'ordre de grandeur ici des 6 mois, il va vraiment dépendre de votre capacité à accepter un risque ou pas. Certaines personnes vont conseiller entre 3 et 6 mois, d'autres plus une année. Ça va vraiment dépendre de vous, de à quel point vous pensez que dans le futur, si un imprévu arrive, par exemple une perte d'emploi, en combien de temps vous arrivez à vous retourner avant d'être à sec sur votre épargne d'urgence. C'est simplement ça. Moi, personnellement, je suis plus vers les 4-5 mois d'épargne d'urgence, mais pour être un peu plus confortable, on pourrait augmenter vers les 6 mois, par exemple. Mais vraiment, ça dépend de chacun. Une fois cette épargne en place, normalement, vous allez déjà beaucoup mieux dormir. Vous êtes déjà prêt financièrement à encaisser n'importe quel imprévu. Franchement, ça apporte une sérénité d'esprit que quelqu'un qui ne l'a pas ne peut pas savoir ce que ça fait. Vraiment, c'est le bonheur. Une fois qu'on a ça en place, eh ben, on peut commencer à réellement parler d'investissement. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est dès le début, donc dès le plus jeune âge possible, c'est déjà penser à sa retraite. Car les investissements, ça se prend toujours sur le temps long. Vraiment, c'est ultra important. Et on n'est jamais certain de comment est-ce que notre retraite sera. On ne peut pas uniquement se reposer sur l'État ou lui faire confiance qu'on a une retraite la plus agréable possible, avec des pensions qui vont tomber mensuellement. Non.
c'est vraiment ultra important de prendre les choses en main dès le plus jeune âge afin de laisser les intérêts composés le plus possible travailler pour soi. Et souvent, quand on a entre 20 et 30 ans, qu'on va commencer l'investissement, c'est parfait parce que pour la retraite, on a vraiment un long horizon de placement. Et c'est là qu'on aura vraiment tous les effets positifs de l'investissement long terme. Et donc là, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est pas l'objectif, mais ce que je fais et ce que je conseille vraiment, c'est de faire un DCA mensuel. Donc un DCA, c'est un dollar cost average, et simplement d'acheter tous les mois dans un fonds d'investissement pour 6 jours, que ce soit en obligation, en bourse ou dans le Bitcoin. Personnellement, moi, donc ma stratégie, à savoir que je vis en Suisse, donc chaque plan de retraite sera un peu différent en fonction des pays. Mais en Suisse, on a ce qu'on appelle un troisième pilier qui nous permet d'avoir des avantages fiscaux et de mettre en gros des sous de côté pour la retraite. Cet argent, il est bloqué, on ne peut pas le retirer avant l'âge de la retraite ou sous quelques conditions très spéciales. Mais en gros, l'objectif, c'est vraiment le long terme. Et moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est ma stratégie, donc investissement tous les mois dans cette plateforme de placement pour ma retraite, avec 95% en actions, dans un ETF monde, donc ça va représenter la bourse mondiale, donc le plus diversifié possible, afin de minimiser les risques des actions d'entreprises individuelles. L'objectif ici, c'est vraiment d'être le plus diversifié, comme je l'ai dit, et en gros parier simplement sur la croissance économique mondiale. Si vous croyez que l'économie mondiale va croître dans les 20, 30, 40 prochaines années, autant prendre des actions très diversifiées dans le monde entier, ça va diminuer complètement votre risque. Ça fait 120 ans que la bourse, elle fait que de monter. Normalement, ça devrait quand même continuer encore un moment. Et dans ma stratégie, j'ai également mis 5% en Bitcoin qui me permettent, eux, de venir pimenter et de venir augmenter le rendement de ma stratégie déjà très agressive, je l'admets, mais qui me permettent vraiment de booster cela. Et si vraiment les 5% Bitcoin, ça venait à s'effondrer, ça serait que 5% de mon portefeuille, je suis complètement prêt à prendre ce risque. Il n'y a aucun souci pour moi. Et là vraiment, avec cette stratégie-là, j'ai à peu près 40 ans d'investissement devant moi, je vais vraiment pouvoir laisser travailler les intérêts composés. Et donc en gros, l'argent déjà investi va générer des dividendes qui seront eux-mêmes réinvestis automatiquement dans la stratégie, et ça va faire une espèce de boule de neige, et c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. C'est que finalement, plus on a un temps long en investissement, plus les effets des intérêts composés seront importants. En gros, à fur et à mesure que le patrimoine grandit, et les intérêts de 8% par année vont à chaque fois s'appliquer année après année sur un patrimoine de plus en plus grand. Et donc 8% d'un petit capital, ça fait peu de fruits, peu de dividendes, mais dans 10-20 ans, quand le patrimoine sera important, 8% peut-être de 100 000, 200 000 francs, ça va être beaucoup plus important. Et c'est comme ça qu'on crée cette boule de neige. Et après tout ce parcours, finalement, où est-ce qu'on va se retrouver? La dernière étape, l'étape 5, qui est juste ici, c'est ma stratégie actuelle. Voilà, je vais même en mettre en plus grand, c'est développer et protéger son patrimoine. Et après des heures et des heures de recherche, des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures de podcasts, de vidéos, de livres, ma stratégie, elle est claire, c'est je stocke mon épargne dans Bitcoin pour le futur. C'est pas l'objet de la vidéo, elle est déjà bien assez chargée comme ça, mais ça va être vraiment le point central de cette chaîne, c'est pourquoi je n'investis uniquement en Bitcoin après ces 4 étapes, et pourquoi je ne suis pas plus diversifié dans les actions, l'immobilier, les obligations, etc. Je n'ai que Bitcoin. J'ai bien dit Bitcoin, j'ai pas dit les cryptos. Je parle que de Bitcoin. Et ça, ça va être le nerf de la guerre de cette chaîne YouTube. Et j'espère ouvrir cet espace de réflexion à d'autres personnes concernant le sujet de Bitcoin. À la prochaine!